24 septembre, épisode 272 ou 272 si vous préférez, ce sont les technos. Au programme de notre revue de presse hebdomadaire, on trouve pas mal de problèmes de sécurité, mais aussi de l'énergie dans le domaine du renouvelable et de l'aéronautique. Microsoft qui investit dans le monde du jeu vidéo, les suites du feuilleton TikTok, le nouveau bras de fer qui s'amorce entre Facebook et l'Union européenne, et on terminera avec du prototypage, du développement de l'Artemis si vous préférez. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Épisode 272, avec un duo de chroniqueurs, comme chaque semaine, évidemment. Mais qui sont-ils cette semaine ? Les voici, les voilous. D'un côté, j'ai Benoît, de l'autre, j'ai Sébastien. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Les vacances se sont bien passées ? Oui, merci. On passe à la suite. Non, je rigole. Benoît, c'est sa rentrée. C'est pour ça que je dis les vacances se sont bien passées, parce que Benoît rentre en quelque sorte. J'ai oublié, c'est il y a longtemps, tu sais. Oui, c'est ça, parce que les semaines passent et voilà. Et on est un petit peu... Enfin, je trouve que le temps est un peu tordu depuis qu'on est en confinement, déconfinement, reprise du travail, les vacances, etc. C'est un petit peu... c'est un peu distendu. Le temps est un peu distendu. Enfin, bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, avant que je n'oublie, évidemment, remerciements à ceux qui nous ont laissé des commentaires, des fois intelligents, des fois beaucoup moins, mais c'est aussi un petit peu de notre faute, enfin de la mienne en tout cas, puisqu'on vous pose toujours des petites questions un petit peu farfelues auxquelles vous répondez en général. Je vais essayer de bien prononcer les mots cette semaine, parce que comme quand je dis banane, on entend banane. C'est proche, vous me direz, mais c'est quand même très bizarre. On remercie Ingrid Boy, Raphaël Vinet, Sombre Papa, Sébastien Boireau, Jean-Pierre Fabulas, Jonathan Esteves, Éric Bourdin, Cubignol, Christophe Z, Gaius Baltar, Aurélien Declercq, Didier Lutti, Gumdub YouTube, de Fred33, Num V2, Fred Didjou, JF Didier, j'imagine que c'est Jean-François, Christophe Fauveau, Luc Loyau, Pierre Love, Pierre Laure, Jean-Michel Rému, ME Études Consulting et Alexandre Verbrugge. J'espère que je n'ai oublié personne. Peut-être Battant qui nous a laissé un commentaire également sur notre blog, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. On le lit chaque fois, mais on n'en parle pas toujours dans nos épisodes, évidemment, parce que ça ne s'y prête pas toujours, hein, il faut bien le reconnaître. Il n'y a pas toujours des commentaires à amener non plus systématiquement, mais en général, on lit tous vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme toujours, les pouces vers le haut si vous appréciez, les étoiles sur les applications de podcast, les commentaires, évidemment, je viens d'en parler, et parlez-en autour de vous aussi, partagez ça dans vos réseaux sociaux, etc. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Est-ce que vous êtes prêts à entamer notre abécédaire ? Je pense que oui, hein, mon colonel Benoît d'un côté, donc je le disais, Sébastien de l'autre, dans une espèce de battle de revue de presse. Chacun amène un petit peu ces informations, en tout cas les informations qui vous ont touché vous, hein. Je préfère toujours le rappeler, on n'est pas exhaustif, on parle pas de tout et on parle pas nécessairement de ce dont les autres parlent, c'est ça qui est bien, ça joue la carte de la complémentarité. On commence avec la lettre A comme Airbus, c'est Benoît qui s'y colle. On va voler peut-être demain, Benoît, à l'hydrogène. Oui, peut-être plutôt après-demain d'ailleurs, parce qu'il prévoit ça pour 2035. Oui, puis de toute façon, demain, j'ai pas le temps, je peux pas. Donc, effectivement, Airbus qui lance trois concepts, en fait, qui présentait 3 concepts en début de semaine, d'avions à hydrogène, donc d'avions électriques, avec une capacité de longue distance, parce que les avions électriques actuels on a déjà parlé sur les technos, ça existe, mais ça a des distances un petit peu réduites. Alors, ils en ont proposé 3, c'est des concepts. Leur objectif, c'est de réaliser ces concepts pour 2035. Donc, il y aura sans doute des adaptations en cours de route, mais c'est intéressant, je pense, de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Le premier, c'est un avion qui ressemble à un avion de ligne classique, sauf que, hydrogène oblige, on ne met pas le carburant dans les ailes, ce qui fait des ailes plus fines. Par contre, on le met à l'arrière et donc il y a un petit peu moins de capacité d'embarquement. Ils ont une autre version à turbopropulsion, donc des hélices, pour des trajets un petit peu plus courts, mais sensiblement le même. Et le troisième, c'est une aile volante que Airbus avait déjà présentée il y a quelques mois, dans les concepts un petit peu innovants ou les concepts un petit peu différents que l'avionneur présentait. Et là, l'idée, c'est vraiment, parce que l'hydrogène, ça se
transporte pas comme le kérosène, mais c'est d'avoir un avion dont le fuselage est vraiment adapté pour pouvoir, enfin vraiment adapté à l'emport d'hydrogène. Et donc avoir une cabine qui serait complètement différente, avoir une logique de construction de l'avion complètement différente. Mais évidemment, c'est aussi l'avion qui va demander, on va dire, le plus de reformation des équipes et peut-être entre guillemets, le plus risqué à développer puisqu'il est un petit peu, enfin, il remet en cause un certain nombre d'habitudes du secteur aérien. L'idée, moi, je trouve plutôt sympa. Alors, bon, 2035, il se donne quand même du temps, donc clairement, c'est pas des projets qui étaient sur le point de sortir. Je pense plutôt, voilà, Airbus se disait, ils travaillaient dessus puisqu'ils avaient déjà présenté leur aile volante, mais on sent bien, et on l'a vu dans les annonces d'un certain nombre de gouvernements pour soutenir les compagnies aériennes, on veut que les compagnies aériennes investissent dans des technologies moins polluantes, et donc on sent bien, voilà, l'avionneur se prépare et trace quelques perspectives en disant, voilà, on est en train de travailler sur des solutions. Le gouvernement français a aussi prévu un certain nombre de subsides pour soutenir différents secteurs, dont Airbus. Et je suppose que là aussi, on leur a demandé, on aimerait mieux que les subsides soient utilisés pour du transport qui serait un petit peu moins polluant ou du transport électrique. Alors, ce qui est assez différent de ce qu'on va voir sur d'autres modes de transport, par exemple, c'est le fait de parier, et pour les 3 modèles, sur l'hydrogène. Et là, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que le problème est lié au fait, de rester un petit peu dans les habitudes de l'aérien en matière on part avec du carburant, on use le carburant en vol, on peut moduler le carburant, ce qu'on ne sait pas faire très facilement avec les batteries, en fonction du poids qu'on a emporté, donc en prendre plus, en prendre moins. Et puis aussi, ça leur évite le problème du poids qui est quand même assez important sur les batteries. Et ça leur permet aussi de recharger vraisemblablement, puisque c'est des projets, de recharger beaucoup plus vite que ce qu'on va le faire avec des batteries, parce qu'on a quand même un peu de mal à imaginer dans un aéroport de démonter, comme on le fait sur certaines voitures, de démonter les batteries, de remonter d'autres batteries préchargées, parce que ça impliquerait que les fabricants devraient se mettre d'accord entre eux sur les modèles de batteries, etc. C'est possible, mais ça paraît quand même plus simple de s'appuyer sur l'hydrogène. C'est le principal argument pour l'hydrogène en fait, puisque le rendement de l'hydrogène n'est pas extraordinaire, il faut être très clair. C'est justement cette immédiateté qu'on a avec les autres carburants fossiles, de pouvoir faire le plein, comme on dit communément. Voilà. Je vous renvoie à l'épisode 269, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on avait parlé déjà d'un projet qui s'appelle Flying V, si vous préférez, avec Xavier, et qui nous avait expliqué, là il s'agit d'un projet avec une aile delta, je pense que c'est la KLM qui est là derrière, c'est un projet hollandais, c'est une espèce d'aile delta qui implique également que les passagers sont obligés de passer par le cockpit s'ils veulent aller dans l'aile de gauche quand ils sont dans l'aile de droite. Donc vous choisissez vos hublots avant le départ parce qu'après c'est juste pas possible. Donc voilà, comme quoi c'est un sujet, j'allais dire à la mode, mais c'est un sujet d'actualité. En tout cas, quand on parle d'actualité dans ce domaine-là, on est sur des échelles de 15, 20, 30 ans. C'est le futur du futur, quoi, en quelque sorte. Je dis pas de bêtises. Sébastien avait peut-être une remarque ou un commentaire à faire là-dessus. Oui, j'ai un truc, mais on l'a pas mis dans les news en plus. C'est que parce qu'effectivement, on mentionne l'hydrogène comme étant une source d'immédiateté pour la recharge. Il y a une techno qui a été mise au point pour faire des recharges de batterie en 15 secondes. Ah bon ? Donc, après, tout est pas aussi facile que ça, tu sais pas tout recharger. Ouais. Mais une grande partie, il y a quand même moyen. Donc, il y a des choses qui se préparent aussi pour essayer de régler le problème de recharge des batteries. C'est vrai que c'est chiant si tu dois laisser ta voiture une heure à la pompe. C'est un des enjeux, enfin même pour les voitures, c'est un problème majeur pour les voitures, pour tout mode de déplacement. Mon micro qui veut tout, c'est le matelas, le sommier, enfin le tout, il y a tout qui vibre. Non, c'est tous les modes de transport entre guillemets. On n'est pas habitué à ça, on n'est juste pas habitué à attendre que ce soit rechargé. Ça date des chevaux, ça, la recharge, quelque part. Oui, parce que quand on arrivait à la poste, on changeait de cheval pour continuer sa route, ou
ou alors on laissait le cheval se reposer et manger tranquillement. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Il y a quand même sur tout ce qui est transport en commun et en particulier dans le domaine de l'aérien, la recharge est très coûteuse parce que c'est le moment où tu n'exploites pas le véhicule. Oui. Et donc c'est une compagnie aérienne qui gagne de l'argent quand l'avion est en l'air. Donc le temps qu'on passe à le recharger, c'est très différent du temps que tu passes le soir. Alors c'est pas vrai pour des grands trajets, mais tu laisses ta voiture dans ton garage le soir ou même dans la journée, elle est sur le bord de la route, où elle se recharge sans être utilisée. Un avion, le principe c'est qu'il doit être utilisé à peu près tout le temps. Ils ont aussi expliqué que le comportement de l'hydrogène leur permettait de réutiliser certaines caractéristiques des propulseurs qu'ils utilisent actuellement. Et donc, ça, quelque part, ça leur paraît aussi un petit peu moins risqué, peut-être, que Mais bon, un projet à 15 ans, ils vont peut-être changer de stratégie. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi plein de questions, comme comment est-ce qu'on va produire de l'hydrogène dans tous les aéroports du monde, distribuer de l'hydrogène de façon à ce qu'elle soit disponible sur une provider se poser. Bon, voilà, c'est ce genre de projet avec une perspective. Avec des cycles de production qui, effectivement... qu'il n'y ait pas d'arrêt à cause d'une baisse de production. Enfin, ça doit être d'une complexité sans nom. Affaire à suivre, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est vraiment intéressant de voir comment les choses vont évoluer, quelles solutions vont être trouvées. On imagine que c'est souvent les solutions les plus simples qui fonctionnent le mieux, mais là, dans ce cas-là, c'est quand même difficile de trouver la solution la plus simple. Hein. C'est quand même assez complexe. Je ne sais pas s'il y a un truc à rajouter. Je vois Sébastien, non. Oui, allez. Allez. Benoît dit, c'est pas un problème pour les voitures. Sur la voiture, la recharge est tout aussi capitale pour une bonne partie de la population qui ne sait pas mettre sa voiture dans un garage, qui ne sait pas la charger au bureau ou sur le bord de la route. Donc personnellement, si j'ai une voiture électrique, je suis incapable de la recharger ni au bureau ni à la maison, donc je ne prends pas de voiture électrique. Si tu me dis que demain, en 1 minute, je la recharge à la pompe, je la recharge 1 minute à la pompe, j'ai pas de problème. Donc, il y a une partie de la population qui bloque aussi sur la voiture à cause de ça. Il y a sans doute de ça. On a installé des stations de recharge dans les rues. Oui, il y a ça, des entreprises aussi qui installent aussi des systèmes de recharge. On voit. Alors, une ville n'est pas l'autre. Hein, soyons très très clairs là-dessus. Bruxelles, par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut voir comment tout ça va évoluer. Puis il y a aussi une prise de conscience politique qu'il faut avoir à un moment donné pour faire avancer le schmilblick, quoi. Benoît vit dans un autre millénaire, il y a la fibre dans toute sa ville, nous on est encore au Moyen-Âge, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut savoir que Benoît vit dans une ville où il a la fibre, Benoît vit dans une ville où il n'y a pas besoin de voiture. Voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. C'est bien ce que je disais, une ville n'est pas l'autre. C'est votre choix, c'est votre choix, comme si on avait le choix. Bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais voilà, c'est un vrai problème qui est posé, cette histoire d'hydrogène, de recharge de batterie, etc. Ça, on en a déjà parlé, on en reparlera certainement. La lettre A comme Alice. Qui est donc Alice? On parle de photographie et d'informatique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alice, ça glisse, mais c'est le seul truc que je connais. Ouais, bien. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça, voilà. De quoi parle-t-on, Benoît? On parle photo. Donc Alice, c'est un projet que j'ai trouvé absolument amusant, qui vient d'être annoncé. C'est pas encore un produit sorti, c'est un concept en cet état. C'est même pas encore un produit en crowdfunding, c'est avant ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un appareil photo qui essaye de marier un petit peu les intérêts du smartphone et de l'appareil photo traditionnel. Donc leur constat, c'est de remarquer que ça doit bien faire au moins 15 ans qu'on n'a plus fait aucun progrès, si pas plus. Depuis l'arrivée du numérique, on n'a plus fait de gros changements à nos appareils photo, qui grosso modo sont restés qu'un capteur, un objectif devant, etc. Et alors que les smartphones ont fait des progrès énormes en s'appuyant sur le calcul et une photographie informatique, donc qui ne s'appuie pas sur on essaye nécessairement d'avoir le meilleur objectif, le meilleur capteur, etc. Mais on fait quelque chose qui est correct, en sachant qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on va travailler après par logiciel avec soit des traitements classiques informatiques, soit des traitements d'intelligence artificielle. Et donc ils se sont dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne réinventerait pas l'appareil photo sur ces bases-là? Donc l'idée, c'est un appareil en conception, je le répète, il n'est pas encore sorti, qui va simplement être composé d'un capteur
avec une résolution assez basse, mais du coup ça veut dire des pixels assez gros et donc a priori une qualité d'acquisition qui sera bonne, et c'est important si on veut se différencier par rapport au smartphone. Objectif interchangeable au format micro 4/3, donc les mêmes formats qu'Olympus, Panasonic, Blackmagic Design et en fait pas mal d'autres acteurs, puisqu'on peut mettre à peu près n'importe quel objectif sur un micro 4/3, et une puce pour faire le traitement d'image, l'acquisition, le traitement d'image, la science du couleur, point à la ligne. Tout le reste va débarquer sur un smartphone qui achèvera le traitement et te servira d'interface pour voir tes photos, choisir, etc. Et donc c'est un petit peu... Sony avait présenté un projet un petit peu similaire il y a 2 ans, si je me souviens bien, on en avait parlé. Oui. Et là, c'est une start-up qui se lance avec la même idée. Si vous avez 50 livres à perdre, vous pouvez les réserver un modèle. Alors je dis à perdre parce que faut être réaliste. Ce genre de projet, je leur souhaite beaucoup de succès. J'espère que ça va très bien se passer. Mais des gens qui réinventent la photo, il y en a eu déjà beaucoup qui se sont présentés ces dernières années. Il y a beaucoup de projets qui sont super passionnants sur un plan technique. Quand on reçoit l'appareil, c'est super amusant parce qu'il y a plein d'idées chouettes. Mais il y a souvent, parce que c'est des petites sociétés, des produits qui sont pas finis comme les grands constructeurs. Et quand les idées sont bonnes, généralement, à un moment, il y a un des grands constructeurs qui la ressort. Donc, je pense que ça peut être une chouette idée de se dire, tiens, je soutiens, je suis curieux, j'ai envie d'explorer, j'y vais. Mais il faut quand même bien prendre mesure si vous vous dites que vous mettez vos 50 livres. Que voilà, c'est un petit peu aussi pour soutenir une bonne idée, c'est pas nécessairement parce que le produit sera au niveau de finition de la jolie page web qu'on a actuellement. Ceci étant dit, je trouve l'idée vraiment excellente parce que c'est clair que quand on voit la qualité de ce que fait un smartphone avec des optiques un peu limites et un capteur un peu limite, on se dit si on mettait la même intelligence sur un bon capteur et des bonnes optiques, ça a du potentiel énorme, quoi. Et on se demande pourquoi on le fait pas, en fait. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'amène pas la technologie du smartphone et cette intelligence du smartphone dans l'appareil photo classique, le DSLR, entre guillemets, de monsieur et madame tout le monde, ce serait assez logique, en fait. Ouais, mais c'est des questions de budget dans des grandes industries. Quand tu es un industriel, tu accordes tes budgets là où les marchés sont en croissance, où est-ce que les marchés sont en croissance sur le smartphone, donc tu mets du budget là-dessus. Le marché de la photo est en train de péricliter, le marché baisse très fort, donc tu n'auras jamais un responsable qui va te dire, un responsable financier qui va te dire allez-y, prenez quelques millions, développez une bonne idée, parce que sur un marché en décroissance, il n'y a pas de grands acteurs industriels. Soyons clairs, pour ceux qui nous écoutent, c'est le marché grand public de la photo qui se casse la figure justement à cause du smartphone, du photophone comme on l'appelle aussi de temps en temps. La photo du professionnel ou du semi-professionnel, mais catégorie supérieure, elle vit quand même des heures qui sont tout à fait agréables et sympathiques. Il y a des nouveautés qui sortent régulièrement et des choses intéressantes qui sont proposées, mais on est dans des budgets qui sont pas les budgets que tout un chacun va mettre dans un appareil photo. Mais va peut-être mettre dans un smartphone du coup. C'est un petit peu, voilà, c'est le paradoxe. Pour l'industrie, tu as quand même une baisse très importante des revenus et donc tu as juste ce phénomène du voilà, Olympus vient de vendre sa division photo. Enfin, tu vois quand même qu'on est dans une industrie qui n'est pas en croissance. Oui, voilà, il y a des choses enfin des conclusions à en tirer. L'utilisation de la photo et de l'image est en croissance énorme. Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire. Sébastien, je le sens, d'ailleurs je l'entends souvent cliquer de la souris. Ça, tout le monde en a rendu compte. C'est une souris mécanique aussi, si, c'est les trucs, les machins, et ça cliquette. Ah ouais, ça, on l'entend bien, ça c'est clair. Merde, mon article. Oui, c'est ça, il a tout viré. Rien à rajouter, la photo c'est pas trop... Enfin si, aussi en même temps. Si, j'aime bien, mais je regardais le truc avec, un auditoire captivé. Et il y a un point qui était sympa dans les photos, c'est en plus, vu que tu glisses le smartphone dans un sens, les mecs, ils ont aussi prévu que tu le glisses dans l'autre sens. Donc comme ça, si tu veux faire un selfie, tu peux utiliser enfin tu vois, sur le fond, c'est pas couillon. Oui, non, ils ont réfléchi à leur truc, clairement. Donc c'est plutôt malin. Un dossier à suivre. Toi, tu vas le suivre, Benoît. Ça, je te connais. Je pense que je vais le suivre. Oui, je suis pas encore certain que je vais mettre 50 livres. Oui, c'est ça. Mais parce que le prix, ce sera 500 livres, 550 quoi. Le prix. Le prix final, oui, c'est ce qu'ils font actuellement, c'est une campagne de crowdfunding sur une de l'intérêt.
Ouais. Ça, elle va venir plus tard. Ce qu'ils font actuellement, c'est une campagne de pré-réservation à 450 livres, et puis ils feront une campagne à 550 livres sur Indiegogo, et prix de vente annoncé 750. 450 livres, t'as déjà un bel appareil photo pour 450 livres, je le dis en passant. Ah oui, mais voilà, c'est ça aussi, la logique tarifaire, elle est peut-être pas moins étudiée que le concept. J'ai envie de dire. Après, petite société, gros développement. Ouais. Simple, ouais. Tu voulais rajouter un truc, Seb, qu'on t'a coupé? Non? On t'a pas coupé? On t'a pas coupé, alors je te coupe. On est à la lettre B comme business. On va donner la parole à Sébastien, puisqu'on va parler de Microsoft qui a sorti les pépettes. Ils avaient des sous, ils se sont fait plaisir. Oui, ils ont claqué. Alors c'est rare qu'on parle de ce genre de boîte, mais ça frétille un peu pour le moment parce que ça sent les nouvelles consoles pour la fin d'année sous le sapin. Voilà, et donc une nouvelle Xbox, une nouvelle PlayStation, et c'est la guerre de celui qui aura le plus de titres exclusifs pour que le gamer choisisse. Je veux cette console parce que c'est le jeu que je veux. C'est de bon ton, et ça a toujours été comme ça, grosso modo. En fait, Microsoft vient de frapper un coup assez intéressant, parce qu'ils ont racheté un studio dont le nom ne dira rien à la plupart de nos éditeurs. C'est ZeniMax Media. Donc voilà, comme ça, ZeniMax, on comprend, on connaît pas, mais par contre, derrière, c'est une boîte qui a déjà racheté toute une série de studios intéressants, dont ID Software. Voilà, déjà, ça a commencé à faire Arkane Studio, Tango, etc., Bethesda. Et donc tout ça, c'est des noms qui amènent des jeux qui ont été les premiers Doom, Quake, Fallout, Elder Scrolls, etc. Il y a quelques jeux avec, inévitablement, si vous avez joué à un jeu, il y a un qui vient de ces studios. Et ils ont quand même claqué 7,5 milliards en cash. Ouais. Donc voilà, pour une boîte qui était évaluée en 2016 à 2,5 milliards. Donc ils ont fait en 4 ans une belle petite croissance, ni vu ni connu. Ça, c'est assez sympathique. Ce qui est amusant dans le truc, parce qu'évidemment, ils veulent les jeux pour pouvoir les taper sur les consoles. En même temps, il y a certains jeux qui sont développés par cette société qui sont exclusifs aujourd'hui sur la console concurrente, sur la PlayStation. Donc ça, c'est à voir ce qu'il en sera dans les prochaines sorties. Ouais, enfin ça, tu sais bien, c'est le monde des affaires. Hein. Ce serait pas la première fois qu'on alimente un concurrent. C'est pas neuf, quoi. Je veux dire. Non, c'est pas neuf. À voir si ça restera du coup une exclusivité, si ça a été signé, si les contrats de Sony sont suffisamment bétonnés, ça restera une exclusivité. Et Microsoft pourra manger des deux côtés. Ils seront très contents. Voilà, c'est pas la première fois que Microsoft va dans le jeu. Hein. Ils avaient déjà racheté du Minecraft. Ils ont fait du Flight Simulator, qui a beaucoup fait parler de Microsoft ces derniers mois. Voilà, c'est un changement sur l'année, parce que ça fait quelques années que Microsoft était quand même assez hors jeu, si on peut dire. Alors que fin des années 90, ils avaient quand même quelques trucs très sympas. Age of Empires et compagnie, hein, ils ont fait des jeux très sympas sur la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Et voilà, ils reviennent sur le devant de la scène. Voilà. Un truc à 7 milliards, grand public. Oui, c'est ça, c'est un peu, enfin, c'est un peu comme le rachat de Marvel par Disney, quoi. Hein, c'est un peu le même genre de passage de flambeau, des noms, quoi. Enfin, je veux dire des marques fortes. Parce que dans l'exploitation, Microsoft, c'est pas Disney quand même. Hein. Non, on est d'accord, mais c'est pour donner. quand on parle de Fallout, Doom et des trucs comme ça, ce sont des grosses marques bien connues, voilà, des trucs qui tâchent, quoi. Donc voilà. Le jeu vidéo, on l'a toujours dit, et on le répète encore ici, c'est pas notre propos essentiel. Ici, on est plutôt business. Mais voilà, quand il y a des trucs comme ça, bon, on doit quand même d'en toucher un mot, surtout si ça a titillé l'un de nos chroniqueurs, ce qui est le but également des technos, vous le savez, chaque semaine, c'est de passer en revue ce qui les a un petit peu titillés, eux. Pas moi ou quelqu'un d'autre, eux, juste eux. Un truc, voilà, c'est très centré sur les chroniqueurs. Le chroniqueur, il est comme ça. On a un truc à rajouter, peut-être, Benoît, non, sur le jeu vidéo? C'est pas trop jeu vidéo. Non, j'ai été quand même surpris de reconnaître le nom de Doom, parce que moi je suis pas du tout gamer, donc t'as joué? T'as essayé Doom? Oui, j'ai joué quand j'étais jeune.
Ouais, voilà. Putain, c'est vieux, Doom. C'était quoi? C'était en silex? C'était en bois et en silex à l'époque. Bon, allez, on passe à la suite. On faisait des calculs à la main, monsieur. Oui, c'est ça, oui, bah oui. On est à la lettre F comme Facebook, ça bouge de ce côté-là aussi, hein. Il faut être clair, Benoît. Alors on a entendu tout. On a titré ici quitter les annonceurs européens, c'est même quitter carrément l'Europe maintenant qui est proposé par Mark Zuckerberg. Oh, s'ils pouvaient fermer en Europe. Ça sauverait quand même les cerveaux de pas mal de gens, quoi. Enfin bref, je te laisse expliquer. C'est pas ça son problème, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est absolument pas ça son problème. Non, c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, l'Union a des lois pour la protection de la vie privée et Facebook serait en infraction de ces lois parce qu'il transfère des données personnelles vers les États-Unis sans respecter les règles. Alors Facebook est réglementé par la Commission irlandaise, donc il y a quelques années déjà, il y a eu une plainte qui a été déposée au niveau de cette commission, qui poursuit son petit chemin et qui a été relancée, enfin bref. Et donc là maintenant, il y a eu une décision qui plaît pas tellement à Facebook, et la réponse des avocats de Facebook a été de soumettre un papier, comme ils l'ont dit, c'est pas une menace, on est juste en train d'essayer d'analyser le jugement, disant ben voilà, si on va dans cette direction-là, Facebook devrait fermer les activités actuelles en Europe, donc Facebook et Instagram. Mais ce que j'ai trouvé un peu amusant, c'est qu'en fait, ce qui les emmerde, c'est pas de fermer Facebook ou de fermer Instagram, comme tu as l'air de le croire, Marc, c'est de perdre les pauvres annonceurs européens qui n'auront plus cette merveilleuse plateforme pour recevoir des pubs. Donc, quand on dit qu'on répète que Facebook, si on n'est pas le produit, si on n'est pas la personne qui paye, on est le produit, c'est très clair. Hein, ils le rappellent chaque fois qu'ils peuvent, quoi. C'est ça qui m'a un petit peu interpellé dans la news, moi, c'est le fait que leur problème, c'est pas de fermer les services, autre que le service publicitaire. Oui, c'est ça en fait. Mais du coup, ça percole. Certainement que les médias entre guillemets classiques vont en parler, comme ils ont parlé de TikTok, on y reviendra aussi. Ils vont en parler parce que effectivement, c'est l'information qui remonte. Facebook pourrait fermer en Europe, il pourrait fermer aussi Instagram, et voilà. Et donc ça, du coup, ça parle aux gens de manière générale, alors qu'on sait très très bien que c'est plus le marché qui est important et l'annonceur qui est important pour Facebook. À la rigueur, les utilisateurs, voilà. Si on pouvait gagner autant de pognon sans les avoir. Oui, c'est ça, parce que c'est juste la petite variable d'ajustement. Voilà. Sébastien, peut-être un commentaire à faire là-dessus, je pense, hein, sur les données privées en général. Sébastien, il a des trucs à dire. Oui, et ben, je me demande quand même comment on justifie qu'ils n'ont pas la possibilité de stocker les données en Europe, parce que c'est un truc qu'on avait déjà évoqué plus d'une fois par le passé, et pas que pour Facebook, donc ça me semble pas si... Enfin oui, alors après ça dépend de comment l'architecture est faite, mais ça me semble pas si impossible. Non, c'est pas une question de justification. C'est pas une question de justification. On leur a pas demandé de justifier, on leur a dit tiens, vous êtes en infraction par rapport à ces règles-là, et voilà le cadre dans lequel vous devez agir, et là leur réponse, mais qu'ils admettent, parce qu'il faut aussi être correct quand on lit ce genre de choses, qu'ils admettent être une réponse un peu à chaud, puisqu'on leur a demandé de soumettre une réponse dans les 2 semaines ou quelque chose comme ça, à des juristes, donc le temps que, tu vois, en Irlande, donc le temps qu'ils aillent se renseigner sur l'architecture logicielle extervienne, ils n'ont pas eu le temps. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une analyse à minima, sans doute en essayant de dramatiser un petit peu, parce que c'est de bonne guerre, et leur conclusion, c'est de dire, ben là, avec ce que nous dites, nous, on ne saurait pas fournir les services aux annonceurs qu'on fournit actuellement. Si ça se trouve, Marc a déjà répondu à CSBIR en disant... Marc a peut-être déjà répondu à CSBIR en disant mais en fait les données elles sont en Europe, sont sur les serveurs d'Amazon en Europe, les données, arrêtez de dire des bêtises, parce que des fois ils savent pas non plus très bien de quoi ils parlent, enfin pas tous en tout cas dans ces cas-là, et ils sont plutôt sur la défensive, c'est ça que je veux dire, ils sont plutôt non, ça ne va pas être possible, c'était déjà comme le GDPR, ils avaient fermé tous les sites américains, on n'allait plus du tout y avoir accès. Il y en a quelques-uns qui ont mis à exécution leurs menaces, mais la majorité sont quand même toujours disponibles et se sont pliés au GDPR. Voilà, parce que le marché il existe quand même. Hein. Encore une fois, je ne pense pas que le problème soit la fermeture de Facebook. Ce que je trouve très amusant, c'est le constat qui est pas de dire on va priver des milliers de personnes de l'accès à leur influenceur préféré. Non, c'est on va priver quelques centaines de lanceurs. C'est ça. De leur truc. Seb.
Oui, les annonceurs, ça reste aussi une problématique. Il n'y a rien en Europe qui permet aujourd'hui de faire la même chose que ce que propose Facebook ou d'autres en public. Maintenant, pour rigoler, peut-être que l'Europe pourrait proposer qu'une société européenne rachète Facebook. Peut-être que ça, c'est à faire, tu vois. À la TikTok. À la TikTok. Oui, c'est ça. Ce serait comique. Ce serait rigolo. Mais bon, voilà. C'est que Trump apprécierait. Peut-être, oui, effectivement. C'est ce genre de situation un petit peu particulière. Une fois de plus, hein, on sent c'est pas la planète Terre, c'est des mondes différents et de plus en plus. C'est une guerre économique. Hein, oui, bien soyons sûr. clairs. Et le nombre de sujets augmente, comme celui de TikTok. Celui-ci, c'est la même chose. C'est une guerre économique. Soit Chine, Japon, Europe, États-Unis, hein, on est en plein dedans. Avant, on parlait de charbon, de pétrole, d'automobile, hein, une époque aussi, enfin voilà, et maintenant on parle de numérique et de réseaux sociaux. C'est quand même très particulier, mais c'est l'évolution des choses, tu as raison de le rappeler, Sébastien. F. Encore, mais cette fois comme feuilleton, justement, puisqu'on en parlait, le fameux feuilleton TikTok. La Chine refuse de vendre TikTok et donc fourmille ses arbres, en quelque sorte, Sébastien. Oui, alors que TikTok, il y a quelques jours, annonçait gentiment qu'il demandait de l'aide à ses collègues concurrents. C'était super drôle. Donc ils appelaient Instagram, Facebook et compagnie à soutenir la lutte. Alors que c'est des boîtes américaines. Ils en ont potentiellement rien à faire. Hein. Ça les concerne pas. S'il y en a un qui disparaît, ils vont pas se plaindre non plus. Et donc les Chinois, effectivement, n'apprécient pas spécialement ce qui est en train de se faire parce que ça reste un géant chinois et il n'y a pas de raison que les Américains disent venez, ça devient une technologie américaine. Donc ils sont en train de passer des lois pour interdire l'exportation et la revente de leur technologie à un pays tiers, en tout cas sans l'autorisation du parti. Ce qui est clair, c'est que le parti ici ne donnera pas son autorisation. Alors, c'est clair. Donc voilà, et pour le moment c'était censé être fermé depuis le week-end. Maintenant, dans les dernières minutes, finalement ils se sont dit oui, WeChat, celui-là, ça n'a pas l'air de trop faire le bordel, c'est bon, on ferme. En tout cas, on crée plus de comptes. Par contre, TikTok, on va leur laisser un petit peu jusqu'au mois de novembre. Et puis après, là, on débranchera la prise. Parce que ça fait quand même 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, c'est pas ridicule, hein. Ça va gueuler. Et c'est bientôt les élections. Et donc il laisse un petit peu jusqu'au dernier jour des élections pour que TikTok plie le genou et soit vendu. Honnêtement, je doute que le gouvernement chinois cède. Donc le bannissement réel de TikTok aux États-Unis, ça me semble possible, plausible, c'est pas juste une menace en l'air. Et si tu regardes en Chine, il y a d'autres sites américains, Facebook, Twitter et compagnie, il y en a qui sont réellement bloqués. Donc là, finalement, ça a déjà commencé il y a un certain temps, c'est juste que nous, en tant qu'Européens, quand on regarde, oui, il n'y a pas Facebook en Chine, c'est pas très grave. Il n'y a pas TikTok aux États-Unis, tu vois, on en parle dans tous les médias. Donc, bon, voilà. TikTok aussi, c'est la plateforme populaire du moment, hein, il faut quand même le dire, en particulier chez les jeunes, mais pas plus uniquement chez les jeunes, ça commence à vieillir, relativisons, c'est pas des gens comme Benoît ou moi, hein. C'est vrai, j'ai vu un homme politique socialiste belge sur TikTok. Ouais. Il l'a pas fait tout seul, hein, il s'est été un petit peu aidé par ce qu'on appelle un community manager que je connais un petit peu. Mais voilà, allez, si tu touches effectivement à d'autres plateformes populaires dans certains pays, mais pas chez nous, c'est vrai que ça frappe beaucoup moins de vagues. Par exemple, tu parlais de WeChat, voilà, ça va pas exciter beaucoup de monde, hein, c'est clairement. Non, et pourtant ils ont 22 millions d'utilisateurs aux États-Unis, mais tu vois, pourtant on n'en parle pas dans les médias ou très peu, donc. Voilà, oui, c'est un concurrent WhatsApp, les Chinois l'utilisent,
Ouais. Ouais, okay, voilà, et en plus, TikTok, il y a toute une économie maintenant qui s'est greffée dans l'écosystème TikTok. Tu as des influenceurs comme tu en as sur Instagram, comme tu en as sur YouTube, etc., qui font leur business sur TikTok aujourd'hui. Donc ça touche aussi à cet aspect-là des choses. Et ils ont commencé les monétisations, à distribuer, j'ai plus la somme exacte, mais c'était plus de 200 millions de dollars qu'ils ont commencé à distribuer envers les utilisateurs qui font le plus de vues. On est sur le même genre de règle que sur YouTube. Tu as plus de 10 000 vues, tu peux commencer à espérer gagner une... Ouais, ou Twitch, plus proche de Twitch d'ailleurs que de YouTube sur ce coup-là, mais ça gagner quelques pépettes. Il rétribue un petit peu, quoi. Il a question de tenir un petit peu les jeux. Et il y a même des virus, on en reparle même dans l'épisode, qui s'attaquent aussi à TikTok. Donc, s'il y a des TikTok, s'il y a des virus qui s'attaquent à TikTok, c'est que TikTok est très populaire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On va parler de renouvelables un petit peu avec Benoît dans cet épisode 272. Je me rends compte que je vous ai pas encore posé de questions un peu idiotes depuis le début de cet épisode en général pour voir si vous êtes encore là à la 35e minute par exemple. Là maintenant, on vous pose une petite question, simplement vous demander quelle est par exemple renouvelable. Vous postez renouvelable en commentaire. C'est rigolo, je vois que renouvelable, le E est passé à la ligne, je sais pas pourquoi. Il faudra que je vérifie ça. C'est un petit peu spécial. C'est renouvelable. Et oui, s'il vous plaît. Donc j'ai bien dit renouvelable et pas serrure ou banane ou autre chose. Renouvelable, c'est le mot qu'il faut nous commenter. Ou tout autre commentaire intelligent, bienvenue également, bien sûr. Benoît, donc renouvelable, on parle d'une éolienne de poche. Voilà, c'est un projet de chercheurs chinois qui présente un prototype d'éolienne très très petite et qu'on peut emporter avec soi. Donc l'éolienne classique, évidemment c'est un gros bazar avec des pales, etc. Donc c'est pas franchement le truc qu'on emmener avec soi. Mais là l'idée c'est d'avoir une éolienne qui en fait s'appuie sur deux feuilles d'une matière souple qui vont simplement s'agiter dans le vent et qui vont générer de l'électricité statique avec le mouvement, et cette électricité statique est récoltée, ce qui permet en fait d'alimenter quand même, alors pas des tonnes de choses, mais ils montrent qu'ils ont alimenté une centaine de LED avec ça. Bon, ça fait pas une lampe très brillante, mais enfin ça fournit qu'un petit peu d'énergie, et ils alimentent également un petit capteur et des choses comme ça, et donc on peut imaginer parce que là on est sur le proto, mais on peut imaginer d'avoir une solution qui soit un appareil qui est indépendant, qu'on veut pouvoir fonctionner pendant longtemps. Aujourd'hui on va lui mettre des panneaux solaires, mais un petit panneau solaire ça peut être embêtant, parce que si par exemple on va le mettre dans un abri, enfin à l'abri de la nuit, tu vois, sous un toit ou dans une forêt ou quoi que ce soit, c'est pas idéal. Là le vent il y en a quand même, donc ça permettrait de fournir un petit peu d'alimentation, suffisamment d'alimentation. Ça permettrait aussi éventuellement d'avoir ça sur soi et de, comme ça, je ne sais pas, garder un gadget, recharger un gadget ou quelque chose ainsi. Alors ils annoncent que c'est un proto en l'état actuel, c'est une première version. Il y a encore un petit peu de recherche pour le commercialiser, mais avant de l'industrialiser, de le mettre en vente, mais l'idée me paraissait sympathique, parce que c'est vrai que quand on pense énergie renouvelable pour soi, à peu près la seule chose auquel on a accès, c'est le solaire. Et alors là, ça dépend des régions, mais ici, tu vois, dans ma jolie ville où on a la fibre, le soleil, on n'en a pas tout le temps. C'est vrai. Il y en a très très peu. Vous n'en avez pas du tout. Ce week-end, ça a été. C'est vrai. Un week-end par an, c'est pas trop. Pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux évidemment en podcast, pour vous puissiez vous projeter un petit peu dans ce qu'on explique. Imaginez deux languettes ou deux feuilles de papier qui bougent au vent, qui flottent au vent. Eh bien, ces deux languettes entre guillemets créent, qui sont dans un matériau particulier, on l'imagine, créent donc un tout petit peu d'énergie électrique, mais juste ce qu'il faut pour allumer quelques instants une toute petite LED. Donc, on se demande comment on va faire dans l'avenir. Il va falloir quand même beaucoup de petites languettes pour arriver à alimenter. Tu peux alimenter un capteur. Oui, c'est vrai. C'est l'exemple qu'il donne. Tu peux alimenter un capteur, et donc tu peux laisser le capteur à un endroit où il va pas avoir nécessairement de lumière, mais il y aura une forêt, mais il y aura du vent, et donc ça va suffire à pouvoir faire des mesures avec le capteur qui va durer
tout ça. Oui, c'est ça. Même encore Oui, plus c'est longtemps. Seb, je suis sûr qu'il a une opinion sur ce sujet. J'ai un truc, mais j'ai eu peur qu'on était déjà dans les oui mais non, parce qu'une éolienne de poche, pour moi, j'aurais plutôt dire qu'il fallait plutôt s'orienter vers la biomasse, mais tu vois, c'est pas drôle. Non. Comment faire après ça donc, un mot, renouvelable, n'oubliez pas, renouvelable. Ouais, ou biomasse. Donc, quoi d'autre? Un truc intelligent pour rattraper le coup, quand même, pour équilibrer non? Non, manifestement non, ça va pas le faire. Donc voilà, chacun y va de sa petite invention pour ce genre de petites applications, pourquoi pas, hein, finalement, c'est vrai. Moi, quand tu parlais d'éoliennes de poche, moi je voyais plutôt le pendant du ventilateur de poche, tu vois, le truc qu'on branche sur le port USB quand il fait trop chaud, tu vois, avec une véritable hélice ou un truc du genre. Je pense que ça existe par ailleurs, hein, des petites éoliennes comme ça qui permettent d'alimenter, bah oui, une petite lampe, un petit gadget quelconque, ou de charger une batterie tout simplement. Quoique ça se voit plus souvent avec des petits panneaux solaires qu'autre chose, mais pourquoi pas, hein, c'est vrai. Oui, mais il compare le fait que ce genre de produit en fait est très coûteux à fabriquer parce que tu as beaucoup de pièces mobiles et donc le rendement est très faible par rapport au coût. Donc leur solution, puisqu'elle récupère en fait l'électricité statique, peut être fabriquée, enfin une fois que ce sera finalisé, hein, ils s'attendent à ce que ça puisse être fabriqué avec beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins de complexité et donc beaucoup moins cher. C'est clair. Pour le rendement énergétique. Oui, en effet. Ok, on a fait le tour de cette lettre renouvelable. S, alors on est parti dans une série de S, moi je vous le dis tout de suite, S comme sécurité. Avec Sébastien, on parle d'un petit malware, petit, sur Android, mais aussi sur iOS. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui nous embête? Qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce que ça fait? Oui, alors en fait c'est une adolescente, sans qu'on ait réellement son âge, mais estimée adolescente, tout ça c'était assez drôle, comme c'est expliqué dans l'article, qui a vu un truc douteux sur son téléphone et qui du coup a alerté un BeSafe Online en disant une Tchèque, donc c'est un truc de la République tchèque, il dit bon voilà c'est bizarre ce que j'ai vu, ça me semble pas normal, qui eux on se dit tiens effectivement c'est pas normal, ils l'ont remonté à Avast, et Avast a dit bah tiens effectivement là en fait il y a peut-être un truc louche, et il y a effectivement un malware et personne nous l'a remonté jusque là, alors qu'en fait il y a quand même 2 400 000 téléphones qui sont infectés. Voilà, donc en fait c'est un petit truc tout moisi qui est inscrit, qui est en même temps installé en même temps qu'une application, qui essaye de cacher sa petite icône pour ne pas que tu puisses aller le désinstaller, et qui va en fait aller créer des trucs sur TikTok, et sur d'autres réseaux, pour mettre des profils en avant pour de la publicité, pour des applications qui sont payantes, qui ne font rien du tout que de la dope. Et grâce à ça, en fait, en mettant ces trucs en avant pour leur publicité, pour leurs apps pourries, ils ont quand même réussi à aller chercher 500 000 euros chez des pigeons qui ont acheté des applications qui faisaient rien du tout, que te donner un wallpaper moisi. Donc voilà, c'est une manière assez... on peut pas dire que c'est le virus le plus intelligent qu'on ait vu sur Terre, mais voilà, il est passé entre les mailles du filet, et c'est amusant que ce soit une petite adolescente qui dit tiens j'ai vu un truc bizarre et qui ait chopé le virus, et pas une boîte de sécurité pour une fois. Bah c'est bien vu, ouais, effectivement. Elle mériterait un petit chèque, je pense, ou en tout cas un joli cadeau. Non mais c'est vrai, il faut encourager ce genre de choses. J'en parlais juste il y a quelques instants, hein, les nouveaux influenceurs, on les trouve sur TikTok, il y a un vrai business autour de ça, et on voit bien que les enjeux pour promouvoir entre guillemets un TikToker, si on peut dire, plus qu'un autre, bah ça a du poids, et ça génère de l'argent en bout de course. Et donc voilà, c'est pas bon, il y a pas mort d'homme, hein, on a volé, enfin personne n'a été volé quelque part. Des filles de 3 euros. Oui, c'est ça. Pour une application pourrie. Pour une application pourrie, en gros, c'est ça. Bon, ouais, donc 2 euros, ils sont pas morts non plus, hein, la plupart. Non, mais bon, voilà, tu t'attends pas, tu payes 2 euros pour un truc, pour n'importe quoi, tu t'attends pas à ce que ça te fasse un enfant dans le dos. Ou un TikTok dans le dos, je veux dire. Voilà.
Un truc à rajouter? Non. Je vois Benoît un peu dubitatif. On parle encore de ce truc TikTok, il faudrait quand même que j'aille voir de quoi il s'agit. Non, ça va. Non, mais je trouve que c'est bien, ça montre aussi une certaine maturité, quoi, par rapport au... Je veux dire, le fait d'être... On parle beaucoup de digital natif, etc., mais c'est chouette de voir que ça veut dire aussi que des trucs que plein de gens ont vus sans se poser de questions, on se pose des questions. Que c'est pas tous, enfin on a souvent une image du digital natif qui est un peu le mouton qui suit le troupeau. Non, il y en a qui ressortent du troupeau et c'est tant mieux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut l'encourager au plus haut point et régulièrement. Et donc on l'encourage. Oui, encore la lettre S, je vous avais prévenu pourtant, S comme sécurité, toujours. Hein. C'est la double authentification cette fois-ci qui prend un coup dans l'aile, si je puis dire. Oui, alors c'est un peu plus compliqué ici, on est quand même sur des trucs plus... des groupes plus organisés, un peu plus fins que ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est un groupe de criminels qui agirait pour l'État iranien. Donc voilà, ça c'est des suppositions, parce qu'évidemment on n'a pas eu la petite interview des gars en disant je travaille pour l'État iranien. Hein, c'est juste l'enquête dit que... Mais... Regardez ma fiche de paye. Ça, voilà. Donc, si c'est pas le cas, tant pis, désolé, mais donc voilà, je vous fais l'histoire telle qu'elle a été analysée par les gars de chez Checkpoint, parce que c'est une autre boîte de sécurité qui a sorti le truc. Et ici, en fait, Checkpoint est tombé sur un virus, le truc couillon qui t'envoie un document Word, machin, tu dis bon, ok, il y en a des centaines. Mais celui-là est un petit peu différent, c'est qu'effectivement, il essaye de targeter des populations spécifiques, des opposants au régime et quelques minorités, en leur proposant des articles qui sont qui vont les intéresser sur les libertés, sur les machins. Donc des articles qui sont pro leur mouvement, alors qu'en fait c'est juste le contraire. On essaie juste de les targeter bêtement. Et donc à partir du moment où ils ont ouvert ce document, tu vas dire bah oui, ils se font infecter sur leur machine. Ça, tu vas dire c'est le truc classique sous Windows. Hein, t'as ouvert un document Word, il y a un virus, tu l'as profond. Et en fait ça va un petit peu plus loin. Ce truc va après essayer d'infecter certains téléphones, donc les téléphones Android. Il va essayer d'arnaquer le gars pour qu'il se connecte sur un faux Telegram. Et sur le téléphone Android, l'application qui est installée, c'est assez vicieux parce que ça va chercher à récupérer tous les SMS que tu reçois, ni vu ni connu. Et il target les SMS et il target qui passe en particulier. Comme ça, effectivement, tous les endroits où tu t'identifies avec de la double authentification, eh bien, ils ont ton compte, parce que qui passe, tu as mis toutes tes petites infos avec ton mot de passe, c'est parfait. Et si tu as de la double authentification, donc ils t'envoient le SMS pour pouvoir te connecter, il n'y a pas de problème, ils ont le backdoor sur ton téléphone qui leur remonte le SMS, donc ils sont connectés. Donc c'était vraiment un truc assez vicieux pour une population en particulier, et donc c'est normal si vous n'avez pas été infecté par le virus. Je trouve ça assez inquiétant et assez... bon voilà, c'est moins drôle que le truc précédent où on a été extorqué quelques euros à quelques personnes. Que 2 euros, voilà, j'ai rarement connu quelqu'un qui est mort pour 2 euros. Par contre ici, c'est des opposants politiques et on se doute que leur sort est nettement moins sympathique que ce qui peut arriver sur un TikTok. Donc voilà, faites attention à ce que vous installez sur vos téléphones, sur vos PC. Rien n'est inviolable, mais voilà. Et des mails avec des fichiers joints, même des points doc et des trucs du genre, ou même, enfin, de toutes sortes, quand vous connaissez pas la provenance, ne les ouvrez pas. C'est le seul conseil qu'on peut donner, hein, en gros. Moi, j'en reçois tous les jours, hein, ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Heureusement, le sujet est écrit en cyrillique, donc je me méfie quand même un tout petit peu. Je sais pas ce qui est écrit, mais je me méfie quand même un tout petit peu. Et donc, voilà, mais on ne sait pas ce qui peut se passer derrière et quelle est la mécanique qui suit. Tout le monde n'est pas spécialiste en sécurité ou autre, et donc vaut mieux se prémunir de ce genre de choses. Je ne sais pas si Benoît avait un avis, une expérience, un truc à partager à ce sujet-là.
ça mérite d'être évoqué ici chez les technos, parce que Sébastien a suivi cette actualité. Si vous, de votre côté, vous avez des expériences personnelles ou des choses à rajouter ou un avis à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Évidemment, je vous le disais en début d'épisode, on lit vos commentaires et souvent Sébastien répond et réagit également. Il se fait plein d'amis. Oui, on en a eu un la semaine passée où effectivement le débat a continué très longuement sur YouTube. Alors merci encore au passage parce que l'avis était très détaillé, très intéressant. Voilà, c'est... Oui. Et donc, tout ce que répéter des mots. Non, c'est pas tous. Le jeu du mot, c'est un petit jeu, vous l'avez compris, pour savoir si vous nous suivez, jusqu'où vous nous suivez dans un épisode, que ce soit en podcast ou en vidéo d'ailleurs, sur YouTube. Et puis ça nous amuse un petit peu aussi. Et c'est vrai que ça alimente les commentaires et ça titille un petit peu les algorithmes de YouTube. Ça va pas plus loin que ça. On est bien d'accord. On peut passer à la lettre suivante qui est la lettre S comme sécurité. Il y avait longtemps, donc voilà, c'est ça aussi l'avantage de l'abécédaire, c'est que quand t'es fainéant, quoi. C'est-à-dire copier-coller, S comme sécurité, machin, etc. Firefox cette fois, un petit souci sous Android. Firefox, ça arrive de temps en temps. Si je voulais le mettre ailleurs, en fait, il fallait que je décale les lignes de Benoît. Il m'avait pas laissé assez de place. Alors il y avait assez dans le S. Bim, sécurité. Et je sais si dans un tableur c'est très compliqué de déplacer des lignes. Ah oui, il fallait clic droit et tout, t'as vu le bruit que la souris. Il devenait sourd. Oui, c'est ça. Donc oui, alors un truc, c'est super drôle, enfin, peut-être pas pour Firefox, mais c'est super drôle en fait le truc. C'est que... Donc quand tu as Firefox sur ton téléphone, s'il y a quelqu'un... Bon, il faut que le mec il soit sur ton réseau, hein, mais pour moi c'est des attaques qui datent de fin des années 90, où c'était tellement couillon que t'arrivais à envoyer un message et qui ouvrait quelque chose sur la fenêtre de ton voisin. Il y avait des trucs comme ça, où c'était je sais plus comment s'appelait ce protocole. T'avais un truc en DOS, à l'époque, où tu pouvais envoyer des messages d'une machine à l'autre. Et pour moi, c'est ce genre de couillonnerie comme on a ici, ça date de là. Donc je suis quand même assez étonné qu'un truc récent se soit fait avoir aussi bêtement. Et donc c'est Firefox, et il y a un protocole, le SSDP, qui permet effectivement le Simple Service Discovery Protocol. Donc quand il y a un device sur ton réseau, il va dire à tout le monde « Hey les gars, je sais faire de la vidéo. Hey les gars, moi je sais faire de l'audio. » En gros c'est ça. Et il envoie un message, et puis il y en a un autre, comme ça quand tu avec ton téléphone tu fais un partagé vert, et ben il y a un gars qui sait faire de la vidéo, donc on va lui envoyer de la vidéo si tu veux. Ouais. Voilà, ça c'est un peu le principe de ce protocole. Et donc un gars s'est rendu compte qu'en envoyant un message spécifique en disant « Hey les gars, je peux pirater Firefox », Firefox il s'est éclaté. Et ils ont pas mis beaucoup de sécurité dans leur truc. Et donc il envoie un simple paquet en disant « Hey, salut Firefox !»« Salut, ouvre la page !» Et Firefox « Bah oui, j'ouvre la page !» Et bim, ça y est, il t'ouvre une page sur ton téléphone et t'as rien demandé. Et donc c'est assez incroyable, il dit « Je peux envoyer... » Et il n'y a pas qu'ouvrir la page, tu peux faire des intents. Alors sur Android, un intent c'est... tu as une application qui a la possibilité d'envoyer une action à une autre, par exemple un intent partagé sur Facebook. Et donc tu as de ton Firefox, tu as Facebook qui s'ouvre et qui va partager une page. Donc ça c'est des intents. Et en fait les intents passent aussi. Donc tu peux du réseau dire « Hey Firefox, partage une merde sur Facebook !» Et bim, il va le partager ce con, tu vois. Donc, ça c'est moche. Là, c'est quand même assez génial. Ça c'est vicieux quand même. Voilà. Mais il faut être dans le même réseau. Mais ceci étant dans une entreprise où tu as 300 personnes, ça peut être très drôle. Alors ça a été corrigé pendant l'été, sauf que le mec dommage. Dit, attention, ça a été corrigé, mais Firefox, il n'est pas à jour sur des centaines de milliers de téléphones, les gens l'ont pas mis à jour. Donc là aujourd'hui, vous pouvez toujours vous amuser, il y a les infos et les explications, si vous voulez, faites-vous plaisir, c'est facile, ça mange pas trop de pain. Une question personnelle, ça passe par le VPN, hein, on est d'accord. Ça passe par le réseau local. Oui, donc si je suis connecté en VPN au réseau local, ça fonctionne. Ah oui, ça passe. Ouais, ça chouette, passe. Merci. Je sais quoi faire demain. C'est vrai, mais c'est vrai. Moi, je m'étais déjà amusé quand tu parlais d'envoyer un petit truc en chat via DOS. Moi, je m'étais amusé déjà avec ça à une époque. Je sais plus. On tapait pas chat, tout simplement, chat quelque chose où il y avait l'adresse IP de la machine ou le nom de la machine. Sur Linux, ça existe toujours quand tu es sur la même machine, entre consoles, tu peux
sous Windows, c'était avec c'était le NetBIOS, je pense, le protocole qui permettait de faire ça. Ouais, c'est un truc bizarre. Ouais. Mais je me rappelle j'avais lu ça quelque part et pour m'amuser, j'avais fait ça à un collègue et ça a fait planter sa machine. Donc voilà, c'était. Ouais, c'était la base de la base, hein, parce que tu devais être sur le même réseau. C'était très limité. Alors n'essayez pas sur du desktop, ça ne marche pas avec du desktop. Ce n'est que sur Android que ce truc fonctionne. Il y a un autre bug dont on n'avait pas parlé qui a été corrigé aussi sur Android, mais que nous on avait testé quand on était tombé dessus. Je ne sais pas si tu te souviens, Marc, c'est qu'on utilise une application vMix pour ceux qui ont lu les off et compagnie. Je pense que tu en as parlé dans le off, vMix. Oui, j'en ai parlé. J'avais fait un hors-série consacré aux solutions qui avaient été choisies pour faire les techno. Et vMix en fait partie, effectivement. Et donc, il se fait que... ah non, c'était pas Firefox, c'était Chrome. Bah, c'est pareil, on est dans le même acabit. Quand tu ouvrais vMix avec le navigateur, quand tu fermais la fenêtre, tu ne voyais plus le navigateur, mais la session restait ouverte, et on continuait à utiliser la webcam et le micro du téléphone, alors que quand tu regardais sur ton téléphone, tout était fermé. Et ça, effectivement, c'est un bug qui a aussi été corrigé, qui a été avoué un peu plus tard. Donc, on était tombé dessus un peu plus tôt par hasard, nous deux, en disant tiens, c'est bizarre, je suis toujours connecté alors que j'ai plus rien. Oui, c'est ça. Donc, je t'entends parler. T'es toujours là. C'était un peu particulier et dangereux, quoi. Ouais, effectivement, ça peut prêter à confusion. On pense avoir accroché, tu vois, c'est comme quand sur les anciens téléphones, quand tu avais le bouton main libre qui se mettait juste à côté du bouton raccroché, tu voyais que tu te trompais de bouton et tu poussais sur le bouton main libre et tu disais quel imbécile celui-là, et l'autre entendait tout à l'autre bout. Là, c'est pas un bug, c'est une erreur de manipulation, mais voilà, c'est un problème d'ergonomie du téléphone aussi, peut-être. Quoi d'autre sinon, non, rien. Surtout dans les bugs. Celui-là était très drôle, je pouvais pas le comprendre. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est comme sécurité. Ah non. Non, pas cette fois-ci. Benoît, c'est ton S à toi, par contre, parce que c'est de nouveau la lettre S, mais comme SparkFun. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Parce que là, il s'agit de nouveau de bitonio, comme on a l'habitude de dire chez nous, mais c'est récréatif, amusant et intelligent. J'ai presque envie de dire. Hein. Mais en fait, c'est parce que, comme c'est des sujets qui nous ont marqués, moi, ça fait partie des sujets qui m'intéressaient moi, et tant pis, ça n'intéresse pas les autres. Donc, c'est quoi? C'est un composant, comment dire, c'est un petit composant pour Maker, en fait, une petite carte qu'on peut programmer, qui s'appelle Artemis. C'est fabriqué par une boîte SparkFun qui fait comme ça une série de petites cartes type Arduino. Et ils ont sorti dans fin de l'année dernière une carte avec un processeur qui est assez intéressant parce qu'il est très basse consommation, j'allais dire ARM, enfin quelque part on devrait dire un processeur Nvidia maintenant, M4, donc avec calcul virgule flottante, etc. Et une implémentation Bluetooth Low BLE, donc Bluetooth Low Energy. Et l'avantage, c'est que l'ensemble permet de faire des trucs un petit peu amusants. Ça permet aussi de faire des trucs sérieux, mais des trucs un petit peu amusants quand on lit les specs. Et donc, je m'en étais acheté une en me disant génial. Sauf que la programmation du Bluetooth, c'était mon ami, mais c'était une horreur complète. Et alors, ils ont annoncé, enfin, c'était marqué dans la doc, mais j'avais pas pris le temps de lire, qu'ils étaient en train de travailler pour régler ces aspects-là. Et là, ils viennent d'annoncer que ça y est, leur système est complet. Ils ont livré le kit de développement complet. Ce qui veut dire ils ont en fait intégré Mbed, qui est l'OS d'ARM pour les systèmes embarqués, donc qui fournit des couches logicielles pour gérer notamment justement le Bluetooth et d'autres protocoles de communication. Et l'intérêt, c'est que du coup, pour vraiment pas cher, parce que la carte un petit peu puissante et un peu sympa, elle coûte une vingtaine, 20-30 euros, donc c'est pas non plus une fortune. Ça permet de se faire une chouette petite carte avec laquelle on va pouvoir faire plein de petits bricolages amusants qu'on peut commander à distance depuis son téléphone. Et donc voilà, et comme l'intérêt de cette puce par rapport à d'autres, c'est d'être très 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 peu gourmande en énergie, on peut même l'alimenter avec une simple pile bouton et ça fonctionne toujours. Je
pense qu'il va avoir moyen de faire des trucs très amusants avec. L'alimenter avec des languettes en papier. L'alimenter avec des languettes en papier au vent, par exemple. On va agiter des languettes et tout, et ça va très très bien se passer. Non, oui, on n'arrête pas de le répéter, mais parce qu'on parle toujours de gros volumes, des voitures, des camions, etc. Mais même dans des petits gadgets comme ceux-là, l'énergie, c'est le nerf de la guerre, hein, dans tous les domaines, quelle que soit la quantité d'énergie dépensée. On en parle de temps en temps aussi avec Aurélien, qui est un peu notre spécialiste dans ce domaine-là, qui alimente des choses avec des toutes petites piles. La pile doit durer très longtemps, etc. Et donc il faut penser à tout ce qui va faire en sorte que ça va économiser de l'énergie au maximum pour la durée de vie du système, que la durée de vie du système soit garantie. C'est intéressant. C'est chez vous ou chez moi que tout s'écroule? Je tends l'oreille aussi chez moi, je n'entends rien chez moi. J'ai l'impression que c'est chez moi, ça fait peur. Oui, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est rentré par la porte du garage, un truc du genre. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai toujours une maison. En tout cas, moi, je connaissais pas Artemis dans l'arsenal entre guillemets des petits bitonios, Arduino et consorts, etc. Ça m'a permis de découvrir SparkFun en quelque sorte également. Comme toujours dans ces cas-là et dans tous les cas d'ailleurs, hein, on vous met les liens vers les news qu'on vous a proposés, les liens des sources dont se sont servis mes petits camarades pour alimenter cet épisode des technos. Et je sais que c'est un truc à rajouter parce qu'il a pris sa respiration et là il est en apnée et tant que je parle, il ne respire plus. Il est pour ça qu'il commence à bleuir un petit peu. Vas-y. C'est bien comme on se connaît, tu vois, effectivement, j'ai pris ma respiration, je suis prêt. Oui, alors faut faire attention, faut flasher vos cartes parce que écoutez l'épisode précédent, le BLE, il y a des failles. Oui, c'est vrai, on en a parlé en plus. Est-ce comme sécurité. Est-ce comme sécurité, une fois de plus. Donc, oui, c'est ça, mettez à jour. Ne faites pas des trucs trop comment dire, trop importants. Ne mettez pas le truc à oxygène pour la grand-mère là-dessus, pour le télécommander. Non, il faut mettre l'aquarium. Oui, c'est ça le respirateur de la grand-mère sur un Arduino pas flashé. genre, double authentification, non, elle l'a pas eu. Le respirateur. C'est juste complètement monstrueux, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir écouté une fois de plus un épisode des Technos. Si c'était votre premier, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un pouce si vous êtes sur YouTube, et à partager cet épisode et tous les autres aussi tant qu'on y est avec vos amis, si vous avez toutefois des amis. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Un petit mot pour la fin, par exemple, un truc qu'il faudrait encore commenter pour dire j'ai été quand même jusqu'au bout de l'épisode 272, ce serait par exemple grand-mère, voilà, grand-mère. Si vous mettre grand-mère. Donc l'autre mot, plus grand-mère. Donc ça va être rigolo dans les commentaires une fois de plus. Je rappelle que précédemment, nous avons eu le mot boudin, nous avons eu le mot banane, alors que c'était banane, et quoi d'autre encore, je sais plus quoi, mais c'est pas grave. Bref, merci Benoît, à très très bientôt. Merci également à Sébastien et à vous aussi. À très très bientôt. Salut.